Fréquence protestante, l'instantané politique, Khalil Bey. Auditeurs, auditrices, bonjour. Heureux de vous retrouver sur Fréquence protestante. Je reçois aujourd'hui Najat Vallaud-Belkacem. Bonjour. Vous êtes ancienne ministre des droits des femmes, première femme ministre de l'Éducation nationale, je tiens à le préciser, et aujourd'hui directrice de la branche française de l'ONG ONE qui lutte contre l'extrême pauvreté et les maladies évitables en Afrique. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci. Avec vous, nous parlerons d'éducation, du droit des femmes, d'écologie, mais aussi d'immigration. Avant de débuter, j'aimerais d'abord vous poser deux questions essentielles. Elisabeth Borne à Matignon depuis maintenant 6 mois. C'est la deuxième femme à exercer ses fonctions depuis Edith Cresson dans l'histoire de la Ve République. Une autre femme préside également l'Assemblée nationale. Ça y est, c'est le temps des femmes, selon vous? Est-ce qu'on peut dire que on rentre dans un temps favorable pour les femmes en politique? Je pense que les lois sur la parité commencent à faire leurs effets. Leur effet, clairement, on a plus de femmes à l'Assemblée nationale aussi, ce qui est une bonne chose. Je pense aussi que ça ne suffit pas. C'est comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il faudrait pas qu'à l'occasion d'une quelconque crise, ces avancées-là soient remises en question. Or, c'est ce qui nous attend souvent. Et donc, si on veut que ce soit durable, il faut aussi inscrire d'autres choses dans les textes, et notamment lutter contre les plafonds de verre qui affectent les femmes, par exemple, dans les grandes entreprises. Donc, il y a encore beaucoup à faire. Très bien. Comment jugez-vous l'action de la Première ministre depuis sa prise de fonction? Ça fait 6 mois maintenant qu'elle est à Matignon et... Je pense que la situation ne doit pas être simple pour une raison que vous voyez bien, qui est que c'est assez inédit d'avoir une majorité relative comme celle de ce gouvernement face à un Parlement très divisé, face aussi à une partie de l'opinion publique qui est très hostile. Et donc, le moindre texte devient un combat. Alors, je pense que c'est pas satisfaisant pour les citoyens que nous sommes que des textes aussi importants que la loi de finances ou la loi de financement de la sécurité sociale finissent par passer au 49.3, c'est-à-dire qu'on interrompt tout débat. Parce qu'en fait, très concrètement, je trouve qu'on le dit pas assez, mais quand par exemple le projet de loi de finances passe au 49.3, ça veut dire que le budget de l'éducation nationale, puisque vous évoquez le budget de l'éducation nationale, n'est pas discuté avec des amendements qui pourraient être pris, avec une amélioration de ce qui avait été préparé par le gouvernement. On a juste le texte du gouvernement qui finit par s'imposer à tous. Et je crois que la démocratie parlementaire, c'est normalement ce qui permet d'améliorer les textes. Très bien. Parlons d'éducation, comme vous faites référence tout à l'heure. Comme je le disais, vous avez été la première femme ministre de l'Éducation nationale en France. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur le système éducatif français? Malheureusement, le même que celui que je portais quand j'étais ministre de l'Éducation nationale. Il y a une forme de constance dans les engagements qui sont les miens. Lorsque je suis arrivée à la tête de ce ministère, ce qui m'a tout de suite obsédée, c'est de lutter contre les inégalités sociales à l'œuvre et qui sont malheureusement confortées au lieu d'être résolues par le système scolaire. On a un peu l'impression que le destin des enfants s'écrit dès l'âge de 3 ans, alors que normalement le système éducatif devrait servir à les élever d'une certaine façon le plus haut possible, quelles que soient leurs conditions initiales. Aujourd'hui encore, dans l'éducation, malgré des efforts qui avaient été faits, notamment à l'époque où j'étais en responsabilité, pour certains qui n'ont pas été poursuivis assez à mon goût, le système scolaire manque de mixité, on a beaucoup trop d'établissements ghettoisés, on a une forme de séparatisme qui est à l'œuvre, on a des établissements qui bénéficient de plus de moyens que d'autres. Donc je pense que vraiment la priorité de tout ministre de l'Éducation devrait être de lutter contre ce séparatisme et de donner plus de chance aux enfants qui en ont moins et de veiller à ce qu'il y ait de la mixité pour que les enfants grandissent ensemble. Parce qu'on ne peut pas vivre ensemble dans notre société si on n'a pas appris à grandir ensemble, donc dans les mêmes établissements. Justement, on parlait d'inégalité. Certains élus comme Aurélien Pradier proposent le retour de l'uniforme à l'école. Pensez-vous que cette proposition répondrait à cette question d'inégalité et aussi aux différentes atteintes à la laïcité qui sont signalées dans certains établissements? Non, pour être franche, cette question de l'uniforme revient périodiquement comme si c'était vraiment une solution à tous nos maux. Enfin, je veux dire, il faut réfléchir 2 secondes et regarder la réalité. C'est pas le sujet du vêtement, c'est pas le sujet vestimentaire qui est en cause quand on parle des inégalités sociales et scolaires. C'est bien plus ce que je viens de dire. C'est le fait que, en grandissant dans certains milieux sociaux, les enfants n'aient pas accès à une certaine culture, à certaines facilités extérieures à l'école qui leur permettraient, y compris de comprendre les codes de l'école. Et ça, il y a que les pouvoirs publics qui peuvent y apporter une réponse, c'est-à-dire l'État, les collectivités locales, en faisant en sorte que quel que soit le territoire
où on est scolarisé, l'établissement où on est scolarisé, on a les mêmes chances de réussite. Et je pense que la question de l'uniforme, franchement, c'est un fantasme plus qu'autre chose. Le chef de l'État à Marseille a proposé une nouvelle vision de l'école avec plus d'initiatives de la part des établissements. Certains ont critiqué une sorte de libéralisme de l'école. Partagez-vous ce point de vue? Et moi, je ne suis pas contre le fait de donner plus d'autonomie aux établissements scolaires. D'ailleurs, j'étais plutôt allée dans ce sens-là, notamment avec le collège, en considérant que il fallait donner aux équipes enseignantes les moyens d'insister à l'échelle d'un établissement sur les faiblesses de leurs élèves. Si on a affaire à beaucoup d'élèves qui ont plus de difficultés en français ou en maths, le fait de travailler plus en petits groupes sur ces matières-là, d'accepter d'accorder plus de temps par rapport à ce que le programme prévoyait par ailleurs, etc., c'est une bonne chose. C'est ça qu'on appelle l'autonomie au bon sens du terme. Mais vous voyez bien que ça ne peut pas juste se déclamer du haut. La question, c'est quels moyens en termes horaires on donne aux établissements pour fonctionner, quels moyens en termes de formation, à la fois initiale et continue, on donne aux enseignants pour améliorer leur pédagogie. Et puis comment est-ce que on promeut le fait pour les enseignants de travailler ensemble en équipe éducative, en interdisciplinarité. Et ça, c'est des sujets qui ont toujours beaucoup plus de mal à passer, que ce soit dans l'opinion publique ou parfois auprès des enseignants eux-mêmes, mais qu'à mon avis, les pouvoirs publics devraient porter. Un autre homme aussi est rentré dans l'histoire de ce ministère, Pape Ndiaye, qui est le premier noir à être ministre de l'Éducation nationale. Est-ce l'homme de la situation face à tous ces défis que connaît le système éducatif? Le ministère de l'Éducation est toujours un ministère compliqué, et j'allais dire, quelle que soit la personnalité de celui qui l'occupe, vous allez avoir affaire à une série de contraintes. L'une de ces contraintes, et non des moindres, étant que vous ne savez pas pour combien de temps vous êtes là, et donc du coup, vous savez pas jusqu'où vous pouvez aller dans vos réformes. Mais ce qui est certain, c'est que après l'épisode Jean-Michel Blanquer, moi j'ai accueilli d'un bon œil l'arrivée de Pape Ndiaye, parce que ses positions passées, son travail de chercheur, laissait à penser qu'il avait un peu réfléchi justement sur les inégalités à l'œuvre dans la société notamment. Et par ailleurs, les premières décisions qu'il a prises, pour certaines, me semblent aller dans le bon sens. Je vous en donne un exemple. À l'époque où j'étais ministre de l'Éducation, j'avais considérablement augmenté ce qu'on appelle les fonds sociaux, c'est-à-dire des enveloppes financières qui sont données aux établissements pour aider les familles les plus pauvres dans l'acquisition de matériel, de sorties scolaires, des choses comme ça, ou pour payer les frais de cantine. Et ces fonds sociaux, mon successeur, donc Monsieur Blanquer, les a divisés par deux. Je ne sais pas pourquoi, pourtant on traversait aussi une période de crise économique, il y a eu le Covid, on comprenait absolument pas pourquoi est-ce que cette manne qui était là pour aider les familles en difficulté a été réduite. L'une des décisions de Pape Ndiaye que j'ai constatée, c'est qu'il les a remis à leur juste niveau tel qu'ils étaient auparavant, donc ça va plutôt dans le bon sens. Il a aussi annoncé vouloir travailler sur les questions de mixité sociale dans les établissements, ce qui me paraît aller dans le bon sens. Parlons des droits des femmes. L'Assemblée nationale se penche aujourd'hui sur l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution lors de la niche parlementaire de la France insoumise. 4 jours plus tard, le Parlement Bourbon examinera la même proposition déposée par le groupe Renaissance. Pensez-vous qu'il est nécessaire de sanctuariser ce droit, sachant qu'il est déjà protégé par une jurisprudence du Conseil constitutionnel, et est-ce une priorité aujourd'hui en France? Alors ça, c'est une question qui revient souvent à chaque fois qu'on évoque des sujets dits de société. Est-ce que c'est prioritaire par rapport aux sujets économiques, etc. Moi, je pense que vous n'êtes pas obligé de faire un choix, en fait. Vous pouvez très bien à la fois agir sur la question du pouvoir d'achat des Français et en même temps vous demander comment améliorer les protections autour de certains droits. Et le droit à l'IVG, honnêtement, il est remis en cause dans tellement de pays du monde. C'est tellement évident que si une force populiste arrive demain au pouvoir en France, elle le remettra en cause aussi. Enfin, une force d'extrême droite, je veux dire. Oui, ça vaut la peine de se battre pour l'inscription de ce droit dans la Constitution. Ce serait quand même une première, à ma connaissance, dans le monde si on y arrivait. Je trouve ça intéressant que pour une fois, un texte porté par la NUPS recueille l'assentiment visiblement du groupe majorité d'Emmanuel Macron. Donc je pense qu'il faut plutôt saluer cette avancée, même si on sait qu'ensuite il y a le Sénat et que ce sera sans doute là qu'il y aura des blocages. Mais vraiment, quand vous voyez la situation de ce droit à l'échelle du monde, vous vous dites que il faut absolument le préserver, le protéger, le promouvoir davantage, parce que, je le redis ici, comme je le dis souvent, des avortements, des recours à l'IVG, il y en aura
toujours. C'est une constante. Quand une femme ne peut pas poursuivre sa grossesse, elle y recourt. La question, c'est dans quelles conditions elle le fait. Soit vous avez un droit qui encadre, qui protège et qui permet que ce soit fait dans de bonnes conditions, soit vous laissez mourir des femmes, et il y en a tant à travers le monde, une toutes les 9 minutes à travers le monde, qui meurent d'un avortement mal conduit. Donc voilà, il s'agit quand même de protéger pour le coup ces femmes. Parlons toujours des femmes. Pour les femmes victimes de violences sexuelles, demander justice n'est pas gratuit, dénonçait aujourd'hui la Fondation des femmes dans une étude publiée. Pensez-vous que l'État ne soit pas véritablement au rendez-vous de cette lutte-là? Le chef de l'État a considéré les violences sexuelles, la lutte contre la violence sexuelle comme une priorité, la grande cause de son quinquennat. Est-ce qu'aujourd'hui les mesures répondre aux attentes des victimes ou... Moi, j'avoue que j'ai été quand même assez déçue, je dois le dire, durant le dernier quinquennat. Je sais pas ce qu'il va en être de ce quinquennat-ci. Peut-être que le fait d'avoir une femme Premier ministre changera la donne. Mais en tout cas, durant le précédent quinquennat, où en effet la lutte contre les violences faites aux femmes et l'égalité femmes-hommes était déclarée grande cause, j'ai pas vu grand-chose dans les faits se réaliser. C'est-à-dire que à un moment donné, quand il y a eu le Grenelle des violences faites aux femmes, vous aviez des associations qui convergeaient toutes, des associations de terrain, qui savent de quoi on parle, qui sont pas là juste pour demander des choses par hasard, et qui convergeaient toutes pour dire ce dont on a besoin, c'est au moins d'1 milliard d'euros pour véritablement apporter une réponse aux besoins en termes d'hébergement, en termes d'accompagnement, en termes de formation des professionnels, pour que la donne change sur la question des violences faites aux femmes. Elles ont absolument pas été entendues, elles ont souvent été tournées en dérision, on a fait comme si elles faisaient leur calcul au doigt mouillé, ce qui n'est absolument pas le cas. La vérité, c'est que oui, c'est vrai, la parole se libère, donc on a l'impression que c'est parce que cette parole se libère qu'on a un nombre de cas plus important de violences faites aux femmes qui sont visibles dans l'espace public. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la libération de la parole, il y a aussi une société qui est devenue plus violente. Soyons francs entre nous. Je veux dire, on l'a bien vu au moment du Covid, quand les gens se sont retrouvés confinés. Vous avez eu une augmentation, et ce à l'échelle du monde, pas seulement en France, considérable des cas de violence intrafamiliale. La société est devenue plus violente. Les violences commencent de plus en plus jeunes. Les enfants sont de plus en plus soumis, exposés à des images de violence. Et donc tout ça travaille notre société, et donc nos pouvoirs publics doivent être au rendez-vous pour y répondre, notamment financièrement. La parole se libère, mais elle se libère également aussi en politique. Ce mercredi, encore, Cécile Katnels a dénoncé à l'AFP les colères et les violences physiques et morales de son ex-conjoint. Est-ce qu'aujourd'hui, le député de la France Insoumise doit encore siéger à l'Assemblée nationale, selon vous? Mais moi, j'ai pas d'avis, si vous voulez, documenté sur le sujet, parce que je ne suis pas dans cette histoire. Moi, je crois vraiment que sur des questions comme celle-là, c'est très important que la justice se prononce, que la justice passe, que la justice éclaircisse la situation. Ce qui me paraît très compliqué, c'est quand on en fait un objet de débat public sans plus d'éléments à notre connaissance. Donc, c'est pour ça que généralement, je ne prends pas part à ce type de discussion. Très bien, parlons un peu d'écologie, sans avancer sur la question de la diminution des émissions de gaz à effet de serre. La COP27 qui vient de se terminer à Sharm el-Sheikh enregistre cependant la création d'un fonds dédié à la répartition des pertes et dommages déjà subis par les pays du Sud. Je connais votre engagement pour cette partie du monde. C'est une avancée considérable selon vous, ou il faut encore aller plus loin, notamment sur la question du financement des 100 milliards qui avaient été prévus à Copenhague et qui n'est pas encore rempli? Vous avez tout dit en fait à travers votre question, c'est que finalement cette COP27 à Sharm el-Sheikh, elle a été à la fois source d'espérance, parce que c'est vrai, la question des pertes et dommages, il faut bien avoir en tête que jusqu'à il y a pas longtemps, un certain nombre de pays ne voulaient même pas entendre parler de ce mot, de ce terme, de cette expression, qui veut quand même dire finalement une responsabilité historique des pays les plus producteurs d'émissions de gaz à effet de serre, les pays industrialisés du Nord, à l'égard des pays du Sud, compte tenu des impacts très négatifs que ces émissions ont eu sur ces pays du Sud. Et c'est l'occasion de rappeler que par exemple l'Afrique, puisqu'on en parle, c'est 4% de production de gaz à effet de serre, pas plus, et que c'est quand même ce continent qui est en train de subir très concrètement les sécheresses, les inondations, enfin toutes les turbulences climatiques qui sont liées à ce réchauffement. Donc oui, il y a une espèce de justice à ce que le Nord, très producteur de ces émissions, prenne sa responsabilité et finance d'une certaine façon l'adaptation et l'atténuation de ces effets dans le Sud.
Donc ça a été une bonne chose à Sharm el-Sheikh. Alors honnêtement, le fonds en question pour pertes et dommages, pour l'instant, on n'y voit pas très clair sur qui va le financer, à quelle hauteur. Donc on espère vraiment que le sommet annoncé par Emmanuel Macron et qui devrait se tenir au printemps prochain à Paris, la réforme des institutions financières, absolument, va être l'occasion de mettre à plat toutes ces questions qui demeurent un petit peu ouvertes. Mais philosophiquement, je crois que ça a été une avancée. Après, le problème de ces grands sommets internationaux et des engagements que prennent notamment les États riches, les États du G20 par exemple à Bali, etc., c'est que en fait on est un peu désabusé parce que on voit tant d'engagements qui ont été pris dans le passé, notamment en 2009 à Copenhague où on avait décidé de ces 100 milliards par an pour justement déjà aider les États pauvres à faire face au changement climatique, qui n'ont pas été respectés. Donc je pense que c'est notre rôle à nous citoyens, avec des ONG qui se concentrent sur ces sujets, de demander des comptes aux États une fois qu'ils ont pris des engagements. On assiste aussi depuis quelques semaines à des actions conduites par des jeunes militants qui font le choix de profaner les tableaux de maîtres pour appeler à alerter sur les dangers climatiques. La défense de la cause écologique passe-t-elle par une telle radicalité ? C'est pas ce que je ferais moi à titre personnel. Moi, j'avoue que je considère que justement l'art nous aide à progresser parce qu'il est subversif. Il a toujours été subversif historiquement dans sa période, dans son contexte, et donc c'est plutôt ce qui nous aide à trouver des solutions a priori que ce qui nous enferme. Donc c'est étrange sur le principe de s'en prendre à l'art. Mais une fois qu'on a dit ça, ce qu'il faut retenir de toute cette histoire, c'est que toute une jeune génération ne croit plus à la politique ou même à l'engagement politique comme solution aux maux qui nous attendent. Et moi, je suis souvent amenée, parce que j'enseigne, parce que je fais souvent des conférences face à des jeunes, à avoir cette conversation avec eux et à leur dire... Au contraire, mais saisissez-vous de la politique en tant que telle. Bien sûr, peut-être que vous rejetez le système des partis qui ne vous paraissent pas satisfaisants, etc. Néanmoins, allez-y, changez-le de l'intérieur. Adhérez à un parti, faites-le avancer dans la direction que vous estimez être la bonne, présentez-vous à des élections, parce que sinon, finalement, l'espace politique est pris uniquement par des gens qui n'ont pas de convictions particulières et de valeurs particulières, et on ne peut pas avoir cette espèce de coexistence entre des gens sans conviction qui vont en politique et puis les gens avec conviction qui cherchent d'autres moyens de se faire entendre et d'agir. Non, surtout sur la question du changement climatique, là on a vraiment besoin que techniquement il y ait des gens qui s'engagent dans l'arène politique et dans l'administration et dans les institutions pour faire changer les choses. Parlons d'engagement politique pour terminer. La politique reste une drogue dure pour ceux qui l'ont pratiquée. Un retour dans l'arène est-il prévu pour vous, notamment pour les prochaines élections à venir ? C'est marrant comme question juste après ce que je viens de dire, sauf à ne pas me considérer comme jeune génération, mais que vous répondre Si je vous répondrais en vous disant que précisément l'erreur qu'on commet souvent, c'est de cantonner la politique à l'exercice d'un mandat électoral. Je pense que la politique c'est plus large que ça. Je pense qu'on fait de la politique à partir du moment où on est engagé à défendre une cause, des convictions, des valeurs. Et honnêtement, dans le monde associatif, dans le monde des ONG, que ce soit aujourd'hui à la tête de l'ONG One sur les questions notamment de pauvreté, de santé, ou que ce soit comme présidente de France Terre d'Asile sur les questions d'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés, j'ai le sentiment que c'est de la politique au sens noble du terme, c'est-à-dire que en fait on cherche à remédier au dysfonctionnement du monde et à faire aller ce monde dans un sens un peu meilleur. Merci beaucoup, merci Nadia Walloud Belkacem. Je rappelle que vous dirigez actuellement la branche française de l'ONG One qui lutte contre l'extrême pauvreté et les maladies évitables en Afrique, et aussi vous présidez depuis pas longtemps France Terre d'Asile. Absolument. Merci beaucoup, merci à vous, auditeurs, auditrices, portez-vous bien et à très bientôt.